Bonjour mes élèves, soyez les bienvenus sur mon canal SVT à la portée. Toujours avec le même module, la génétique de population. Et par ce chapitre-là, que nous allons ensemble étudier les facteurs de variation. Le nombre de ces facteurs sont 4, la sélection naturelle, la mutation, la dérive génétique et la migration. Aujourd'hui, on va étudier ensemble la sélection naturelle. Comme d'habitude, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner dans ma chaîne, d'activer le like et aussi la cloche. Tout ceci pour nous encourager à publier encore beaucoup de vidéos et pour vous, vous pourrez accéder facilement à toutes mes vidéos le moment où vous naviguez dans YouTube. Concernant les élèves ou bien les nouveaux élèves qui poursuivent pour la première fois cette vidéo, j'attire leur attention. S'ils veulent revoir toutes mes vidéos dans ma chaîne, il suffit d'entrer dans YouTube et dans la barre de recherche, ils vont écrire canal SVT à la portée et ils auront toutes mes vidéos, soit bio, soit bilingue, concernant le programme de la SVT deuxième année bac. Donc, on va démarrer. La génétique de population, les facteurs de variation. Une petite introduction. Sur le globe terrestre, il y a différents écosystèmes. Écosystème aérien, c'est-à-dire l'ensemble des êtres vivants qui vivent dans l'atmosphère. Aquatique, les êtres vivants qui vivent dans l'eau. Et terrestre, l'ensemble des êtres vivants qui vivent sur Terre. Donc, ces trois écosystèmes définissent ce qu'on appelle la biodiversité des écosystèmes. Si, par exemple, on prend un écosystème terrestre, c'est un ensemble des êtres vivants qui vivent sur Terre. Ce sont des espèces que vous voyez ici, 5 espèces. Donc, ces 5 espèces définissent tous ce qu'on appelle la biodiversité des espèces. Définition de ce qu'on a de mot espèce. Une espèce est un ensemble d'individus interféconds, c'est-à-dire chaque individu a le pouvoir de se reproduire et donner des descendants, et ayant même caractère commun, c'est-à-dire même physiologie, même phénotype. Par exemple, cette population d'oiseaux de chardonnerie. Donc, vous voyez ici, les individus se ressemblent entre eux et chaque individu peut se reproduire avec son partenaire pour donner des descendants. Si on prend une espèce, par exemple, ce pinson-là, c'est un oiseau, et on va se cibler sur la taille de bec, on aura différents individus qui diffèrent l'un de l'autre par la taille de bec. La question qui se pose, ces différents individus définissent la biodiversité génétique. La question qui se pose, comment au fil de temps, c'est-à-dire génération après génération, se créent de nouveaux individus, c'est-à-dire il y a apparition de nouveaux individus et disparition des autres. D'une autre manière, on peut poser la question comme celle-là. Quels sont les facteurs de variation génétique? Qu'on a vu 4 facteurs de variation génétique, la sélection naturelle, je les répète, la mutation, la dérive génétique et la migration. Donc, aujourd'hui, on va commencer par la sélection naturelle comme une pression évolutive qui conduit à l'apparition de nouveaux individus. Donc, la sélection naturelle, définition. Qu'est-ce que c'est que sélection naturelle? C'est une évolution selon laquelle il y a élimination des individus les moins aptes
et conservation des autres individus les plus aptes pour mieux survivre dans leur milieu et se perfectionner de génération en génération. Donc, pour mieux comprendre cette définition, je vous propose un exemple explicatif. Par exemple, une caricature d'une population de girafes. Certains girafes ici ont un cou court, c'est-à-dire n'accèdent pas facilement à la nourriture, mais ce girafe-là, il a un cou long, il peut accéder facilement à la nourriture. Donc pour ces deux-là, ils n'accèdent pas facilement à la nourriture. Donc leur destin, c'est la mort. Donc ils vont mourir, puisqu'ils sont moins aptes. Tandis que celui-là, il peut accéder facilement à la nourriture, donc il va survivre. Puisqu'il va survivre, il va se reproduire, il va choisir son partenaire et donner des descendants. Donc, comme vous voyez ici, perfectionnement, reproduction, et au fil du temps, ils vont donner des descendants aptes au milieu, comme son ancêtre. Donc, revenons à notre exemple de départ. Ce pinceau-là, il y a 4 individus qui définissent la biodiversité génétique. Ces 4 individus se diffèrent l'un de l'autre par la taille de bec. Quelle est la cause de la différence de la taille? Ce sont la taille des graines. Plus la taille des graines est grande, plus la taille de bec est grande aussi. Donc, imaginons qu'il n'y a pas dans la nature ces graines-là. Donc, ces 3 individus vont mourir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une taille de bec convenable à cette graine-là. Donc, ce qui survit là, c'est cet individu-là qui a un bec de grande taille. C'est ça la sélection naturelle. Les plus aptes vivent, les moins aptes meurent. Donc, le mécanisme de la sélection naturelle. À partir d'un exemple classique, je vais vous expliquer le déroulement du mécanisme de la sélection naturelle. La phalène de bouleau. Qu'est-ce que c'est que phalène de bouleau? C'est un papillon nocturne, c'est-à-dire qui dort toute la journée sur les troncs des arbres. Et pendant la nuit, ils sont actifs, ils cherchent leur nourriture et leur partenaire. Il y a 2 types, ou bien 2 phénotypes. Phénotype clair sauvage, avec la couleur blanche, dont le génotype est homozygote petit c, et phénotype sombre muté, dont le génotype est hétérozygote grand T, S, petit c. Donc, l'allèle petit c contrôle la couleur claire et l'allèle grand S contrôle la couleur sombre. Ces papillons sont victimes d'un prédateur, c'est un oiseau, qui mange ces papillons-là. Pourquoi, au fil du temps, ces papillons changent leur couleur? D'une autre façon, d'une autre manière. Pourquoi on trouve les 2 couleurs à la fois? Pourquoi on ne trouve pas une seule couleur? Par exemple, ou bien la couleur blanche ou bien la couleur sombre. On trouve les 2. Parfois la blanche, parfois sombre. Pourquoi ça? Pour répondre à cette question, des chercheurs scientifiques ont poursuivi ces papillons dans une grande ville en Angleterre, Manchester, au cours de 2 périodes au XIXe siècle. Quelles sont les 2 périodes? Ces 2 périodes, l'une avant l'industrialisation, l'autre après l'industrialisation. Avant l'industrialisation, les troncs d'arbres sont clairs, puisqu'il n'y a pas de pollution. Et on voit beaucoup de papillons à de la couleur claire, tandis que les papillons à couleur sombre sont peu nombreux.
Après l'industrialisation, les chercheurs voient l'inverse. Le tronc d'arbre devient noir par la pollution et le nombre de papillons sombres sont plus grands au nombre de papillons clairs. Les questions qui se posent, les voilà. Analyser et comparer les résultats observés. Comment peut-on interpréter l'effet de l'environnement sur la couleur chez les phalènes de bouleau? La troisième question, la sélection naturelle est-elle avantageuse ou bien désavantageuse ici, dans cet exemple? Donc, on va répondre à ces questions-là. Dans la réponse à ces questions, retournons à la question de première. Analyser et comparer les résultats observés. Pour comparer avant l'industrialisation et après l'industrialisation. Avant l'industrialisation, les troncs d'arbres sont clairs. Le nombre des papillons à couleur claire sont beaucoup plus grands que le nombre des papillons à la couleur sombre. Après l'industrialisation, c'est l'inverse. Le tronc d'arbre devient noir et les papillons à couleur sombre, leurs nombres sont plus grands que le nombre des papillons clairs. C'est ça la réponse à cette question. Donc, avant l'industrialisation, le nombre des papillons clairs est plus grand que le nombre des papillons sombres. Après l'industrialisation, le nombre de papillons sombres est plus grand que le nombre de papillons clairs. Retournons à la deuxième question. Comment peut-on interpréter l'effet de l'environnement, c'est-à-dire la pression de l'environnement ici, sur la couleur chez les phalènes de bouleau? Donc, on va répondre. Avant l'industrialisation, il n'y a pas de pollution. Les troncs d'arbres sont à fond clair. Donc, les oiseaux n'observent pas les phalènes à couleur claire. Ils observent seulement les phalènes à couleur sombre. Donc, ils mangent les phalènes à couleur sombre, mais ils laissent les phalènes à couleur claire. Donc, les plus aptes, ce sont les phalènes à couleur claire ici. Mais après l'industrialisation, ici, le tronc d'arbre devient noir. Donc, les phalènes à couleur claire sont beaucoup plus repérables par l'oiseau, par le prédateur. C'est pourquoi ils se voient et ils ont moins de chances d'être en vie. Donc, ils seront mangés par ce prédateur-là. C'est pourquoi leur nombre est beaucoup plus faible que le nombre des papillons sombres que le prédateur ne les voit pas. Donc, la réponse, c'est comme ça. Donc, les papillons clairs ont moins de chances d'être mangés par les oiseaux. C'est pour cela qu'ils restent en survie. Et par conséquent, leur nombre est plus grand. Donc, et voilà, les plus grands. Tandis que les papillons sombres sont plus visibles par les oiseaux et ont plus de chances d'être mangés par ces prédateurs, ce qui explique la diminution de leur nombre. Donc, puisque le fond clair des troncs, donc les papillons à couleur sombre, sont plus repérables par l'oiseau, mais il ne voit pas les autres papillons à couleur blanc. Après l'industrialisation, l'atmosphère est polluée et par conséquent les troncs d'arbres deviennent plus sombres. Voilà. Donc, les papillons clairs sont bien repérés par les oiseaux et ont plus de chances d'être mangés par ces prédateurs. Ce qui explique la diminution de leur nombre. La diminution de leur nombre sont diminués parce qu'ils sont repérables par le prédateur, puisque ces papillons clairs que vous voyez ici sur le fond noir, ils sont faciles à être repérés par le prédateur. Mais les papillons à couleur sombre ne se voient pas par le prédateur, c'est pourquoi leur nombre est plus élevé.
La sélection naturelle est-elle avantageuse ou désavantageuse? C'est la réponse à la troisième question. Selon la contrainte de l'environnement, c'est-à-dire la pression de l'environnement, pollué ou non, on a vu deux phénotypes. Milieu non pollué, milieu pollué. Non pollué, phénotype clair, génotype. Non milieu pollué, phénotype sombre, sans génotype. Milieu non pollué. Ce milieu-là exerce une pression sur l'allèle petit c qui contrôle la couleur blanche. Et cette C devient actif, c'est pourquoi il y a augmentation de la fréquence allélique petit c. Donc, apparition des papillons à couleur claire, qui sont mieux camouflés et moins visibles par le prédateur. Reproduction des papillons clairs, porteurs de l'allèle C avantageux. La sélection naturelle avantageuse pour les papillons porteurs de l'allèle petit c. Milieu pollué, c'est l'inverse de ce qu'on a dit. Une pression sur l'allèle grand S qui devient actif, ce qui augmente la fréquence de l'allèle S, apparition des papillons à couleur sombre, mieux camouflés et moins visibles, reproduction des papillons sombres porteurs de l'allèle S avantageux. La sélection ici naturelle est avantageuse pour les papillons porteurs de l'allèle S. Donc, on est arrivé à la fin de cette vidéo et à bientôt pour la prochaine fois.